Alors, puisque vous évoquiez cette question européenne, je voudrais quand même dire un mot, puisque c'est un vrai sujet de souveraineté aussi, d'être capable de protéger nos populations face à une pandémie mondiale. Le vaccin, je viens dans une seconde sur les stratégies nationales, il est aujourd'hui négocié par l'Union européenne. Je crois qu'il faut que chacun le sache parce que nous avons monté cela à l'initiative de la France et de l'Allemagne en quelques semaines. Nous avons aujourd'hui 7 contrats avec tous les grands laboratoires internationaux, pas seulement européens, qui recherchent les différentes solutions vaccinales. Nous avons des contrats financés par l'Union européenne, négociés par l'Union européenne, pour faire en sorte que, à chaque fois, ce soit entre 200 et 400 millions de doses, c'est-à-dire presque l'équivalent de la population européenne, qui puisse être entièrement protégée. C'est très important parce que, imaginez, si nous avions demain le vaccin en Allemagne et pas en France, ou l'inverse, le nationalisme sanitaire en Europe, ce serait un désastre. Donc, c'est très important. On parle parfois d'Europe de la santé, il faut être concret. Ça passe d'abord par le vaccin. Pour l'instant, si on fait la somme des recherches nationales, on ne doit pas être très loin d'un chiffre de plusieurs milliards d'euros. Il y a un plan européen pour ce vaccin et pour l'avenir de créer justement un budget de la santé et une agence européenne de la santé sur le modèle de la BARDA américaine. Ce n'est pas le cas, mais ça a été acté. La Commission européenne l'a présenté cette semaine. Nous soutenons activement cette initiative. Quand est-ce qu'elle verra le jour ? Elle verra le jour, j'espère, dès l'année prochaine, mais sans attendre, parce que c'est sympathique de créer des agences et des machins pour paraphraser le général de Gaulle, mais le but c'est d'être efficace. Sur le vaccin, on n'a pas attendu d'avoir une agence, on a des contrats européens et un financement européen qui dépasse déjà 2 milliards d'euros. Et cette semaine même, le Parlement européen, en négociant avec notre soutien le budget européen, a triplé le budget européen de la santé qui passera à plus de 5 milliards d'euros pour les années à venir. Donc, ce n'est pas encore parfait, mais on a pour la première fois, et seulement en quelques mois, une Europe de la santé très concrète qui, pour le vaccin, voit le jour. Porter ce combat. Donc, il a raison qu'on doit être plus dur dans notre lutte contre le dumping, qui n'est pas le seul mal que vit l'Europe sur le plan industriel et économique, mais qui est un mal réel. C'est Emmanuel Macron, qui a été ministre de l'Industrie, qui a réformé nos règles anti-dumping et qui a fait en sorte d'ailleurs... Parce que là, il y a une impuissance européenne. Et là, il y a eu un retard européen et un retard et en plus des mesures trop faibles sur beaucoup de produits, dont les pneumatiques. C'est vrai. Je voudrais dire par ailleurs que c'est au niveau européen qu'on est capable de mener ce combat. Ça, je crois d'abord. Donc c'est le problème et la solution. L'anti-dumping, on ne le fera pas au niveau français. On ne va pas empêcher les Chinois ou d'autres d'ailleurs de vendre de l'acier pas cher ou des pneus pas chers. Tout seul, nous Français. Vous dites la naïveté, c'est fini ? Oui, je dis c'est fini, mais je dis aussi parce que je suis par un langage de vérité sur l'Europe. Je suis un Européen convaincu parce que je crois qu'on peut réformer l'Europe, qu'il y a encore des moments où il y a des défaillances. Dans l'affaire Bridgestone, c'est pas le seul problème, mais il y en a eu. Il y en a eu parce que parfois il y a des fonds européens qui ont été donnés à des usines Bridgestone d'ailleurs dans d'autres pays européens. Ça pose la question du dumping à l'intérieur de l'Europe. Là aussi, nous avons porté le combat sur le détachement. Nous avons obtenu cette réforme. C'était difficile. C'est un des outils pour éviter le dumping à l'avenir. Après, il faut être honnête aussi. Ça ne sera pas seulement dans les barrières, les tarifs, les taxes anti-dumping que nous aurons un projet industriel pour la France. Il faut parler des usines qui ferment, et j'y reviendrai parce que le combat n'est pas fini. Et on peut trouver des repreneurs. Hein. Il ne faut pas dire que les choses sont finies. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui a annoncé elle-même la fermeture. Attendez, on se bat pour des solutions pour les individus, pour les personnes, les salariés de Bridgestone, pour qu'on trouve une solution et des débouchés pour eux, plus encore que pour une usine à tel ou tel endroit. Et il n'y a pas d'amalgame. Ce serait une folie et une faute. Ce serait tout simplement une erreur factuelle de dire que c'est l'immigration qui entraîne le terrorisme. Je rappelle que sur 30 crimes terroristes qui ont été commis... Le terrorisme peut profiter du flux migratoire. Je le dis, sur 30 attentats terroristes qui ont lieu ces dernières années en France, 22 ont été commis par les gens qui sont nés en France, qui résidaient en France. Donc, on peut se voiler la face et dire plus d'immigration, plus de terrorisme, c'est un mensonge. Et nous ne tomberons jamais dans cet amalgame. En revanche, il est clair que les frontières, c'est un moyen de contrôler des réseaux, des passeurs, des trafics qui instrumentalisent la misère humaine et la pauvreté et les difficultés des migrants. Et oui, il est évident que dans ces réseaux et ces trafics, il peut y avoir une confusion et que peuvent se glisser des personnes qui sont une menace pour notre sécurité. Je ne dis jamais, un migrant égale un terroriste. Le président de la République ne le dira jamais. En revanche, protéger nos frontières, c'est un moyen de faire nos choix en matière d'immigration et en même temps de lutter contre des trafics divers et variés, stupéfiants, armes et aussi le terrorisme.